Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Octogone. Aujourd'hui c'est un enregistrement un petit peu particulier pour plusieurs raisons. D'abord, je suis toute seule à présenter ce podcast puisque Guylaine est à Avignon pour son travail. On lui souhaite beaucoup de chance. Puis, puisque nous sommes avec 3 invités qui vont nous faire part de leur témoignage sur la sexualité féminine. Nous sommes donc avec Louise, 34 ans, responsable administrative de la station. Bonjour Louise. Bonjour. On est avec aussi Marie, 23 ans, élagueuse. Bonjour Marie. Bonjour, enchantée. Et nous sommes avec Sacha, 26 ans, étudiante en journalisme. Bonjour Sacha. Bonjour Sarah. Donc avant de commencer ce podcast, comme d'habitude, nous allons poser la traditionnelle question d'Octogone. Quel est votre combat ordinaire ? Ah, tu l'as oublié. Ah, Sacha n'a pas bossé. Moi j'ai plein de combats. Bon, on va commencer par Louise. Moi, j'en ai trouvé un. Vas-y. Figure-toi, quand tu m'as posé la question, j'ai eu beaucoup de mal. Combat ordinaire contre un de mes chats qui mange mes chaussettes. J'espère qu'elle nous écoute. Et donc, elle les décroche de l'étendoir et Ouais. ensuite, elle les prend dans sa bouche et elle les emmène dans sa gamelle pour Ah, les mâchonner. c'est relou. Parce que c'est là qu'on mange. Donc, Ah bah oui, donc elle d'accord. va les manger dans sa gamelle. Ah, tellement relou. Elle est propre au moins. Ouais, c'est dégueulasse quand même. Hein. Mon combat ordinaire est vraiment lié à la profession. C'est-à-dire que je suis censée couper les branches qui vont mal dans les arbres. Et en permanence, quand je me balade dans les parcs, il y en a partout qui ne sont pas coupés en bonne et due forme. Ah oui, Voilà. donc c'est Combat ordinaire type professionnel. professionnel quoi, Elle du quitte coup. jamais le boulot. Et toi Sacha ? Mais moi je suis désolée, c'est un peu haineux. Mais vraiment, les gens qui mangent des sandwichs au poisson, au thon et tout dans le train. Ah ouais, non. Ah, comme ça, Insupportable. Ouais, ça c'est Je du suis non-respect, capable ouais. de rien en fait, je fais rien. Oui, Ça oui, m'énerve faut rien faire. tellement. Ah ouais, c'est clair. Mais de toute façon, les gens dans le train, tu vois que le civisme est mort en fait. Ouais. Dès que tu prends le train. Il n'y a plus de règles, c'est l'anarchie dans le Ouais, train. c'est ça. Ok, bon alors du coup, on va commencer ce podcast par une première question un petit peu large, mais du coup qui va donner le ton, qui est, en parlant de ton, En parlant de ton. du coup la question est, quelle place donnez-vous à la sexualité dans votre vie ? Moi, je dirais probablement plus que pas mal de gens. Et en même temps, pas tant que ça, j'ai l'impression. Très C'est un peu, vaste. c'est un peu vaste, c'est super vague, pardon, je suis désolé. Non. Non, mais je suis toujours à parler de cul assez librement. Ouais. Et j'ai pas mal de partenaires aussi, puisque non seulement je suis non exclusive, mais en plus, du coup, je fais pas mal de rencontres. Ouais. Donc, Ce qui n'est pas donc- le cas de tout le monde. Les violons. je suis désolé. T'inquiète, c'est un choix. Elle te tend une perche, hein, prends-la. Mais ouais, et en même temps, pas tant que ça, parce que c'est pas crucial. C'est Ok. genre apprécié. Mm. Mais s'il y a une période de disette de plusieurs mois, Oui, tu vas pas être voilà, c'est... affamé. Non, Ok. c'est- Si, je peux être affamé, mais je vais pas être au fond. Ça va pas me mettre au fond du trou. D'accord, ok. Ouais, moi je suis un peu je suis comme toi sur la période de disette. C'est-à-dire que c'est important. Mais tu vois, il y a des vagues. Si j'ai pas, il peut y avoir des longues périodes. Bon, à longue, tout est relatif, tu vois, Oui, parce que oui. là je suis en couple. Donc, mais sinon, il peut y avoir des longues périodes où il se passe rien et c'est pas la mort. Ouais. Mais ça a changé quand même assez récemment parce que depuis que j'ai accepté que j'étais homo, j'appréhende plus la sexualité. Ouais. Donc forcément, déjà, elle est plus épanouie, plus fréquente. Ouais, c'est clair. Donc ça a vachement changé, ouais. Je rejoins vachement les filles sur ce qui a été dit. C'est que pour moi, la sexualité, la place qu'elle a, la place n'est pas liée à l'importance qu'on lui donne, mais à finalement l'envie qui va découler de ce qu'on veut en faire, en fait. C'est-à-dire Ok. elle prend la place de si j'ai envie ou si j'ai pas envie. Donc D'accord, si j'en ok. ai envie, il y aura une place importante. Si j'ai pas envie, il n'y en aura pas. Et c'est pas une injonction quelconque ou un il faut, un on doit qui va Ouais. donner la place. Justement, pour la ça sexualité. suit bien la prochaine question qui est justement sur en fait comment vous la voyez votre sexualité dans le sens où est-ce que vous la considérez comme militante ? Ah. Ouf. Non. Moi, ma sexualité, je la considère pas comme militante. À la limite, mon orientation sexuelle Ok. me sert... Enfin, me sert, c'est même pas le mot, c'est que je sens que j'ai besoin de revendiquer, et pas de la ramener tout le temps, mais tu vois, juste Ouais. aller à une gay pride et pour moi ça commence déjà là, le militantisme, c'est un peu cliché, mais Ouais. ça ou même entrer dans un débat sur le sujet et tout ça,
je le fais volontiers et pour moi, ouais, il y a du militantisme là-dedans, sur l'orientation sexuelle, mais pas la sexualité. D'accord. Je dirais que c'est un militantisme involontaire, parce que je considère qu'actuellement, sur la question de la sexualité, il y a beaucoup d'injonctions. Donc, qu'elles soient volontaires ou pas, hein. Mais il y a quand même beaucoup d'injonctions, et finalement, des fois, dire non à la sexualité ou non à une forme de sexualité ou oui à une autre, bah, c'est du militantisme. Parce qu'on s'oppose à certaines idées de groupe, on s'oppose à certaines formes d'injonction, et là, il y a un militantisme qui ressort. Donc, voilà. Alors, je te rejoins complètement. C'est pas effectivement, j'allais aussi répondre un peu militante, mais malgré moi entre guillemets, parce que en fait, je m'attache aussi à faire de la comme de par mon taf, je suis aussi confronté à ces sujets-là. Je m'attache à faire de la sensibilisation et parfois, même dans mes relations intimes, ça va être avec des partenaires qui peuvent être un peu crispés, qui peuvent avoir certaines craintes. Ou qui peuvent être un peu bloqués, je vais plutôt avoir tendance à les encourager, à lâcher prise, à des personnes qui se mettent la pression sur le fait qu'il faut avoir un orgasme, sur le fait que oulala, il faut faire telle pratique et tel machin, et si j'en ai pas vraiment envie et tout. Donc je suis très en mode non, lâche prise, t'inquiète, s'il y a un truc qui va pas, machin et tout. Et en fait, c'est con, moi ça me semble complètement normal, mais en fait, comme c'est pas les trucs qui sont dans une sexualité normale, générale, étant donné qu'il n'y a pas d'éducation au consentement, il n'y a pas d'éducation à l'écoute de l'autre, il n'y a pas d'éducation à l'écoute de soi en plus. Du coup, tout de suite, forcément, quand on est dans cette démarche-là, dans ces relations intimes, on se retrouve assez vite à apprendre aux gens à s'écouter eux-mêmes et donc à leur apprendre à avoir une sexualité plus épanouie. Écoute, la transition est toute faite pour une autre question qui est super en fait. Pensez-vous qu'il est nécessaire de faire évoluer l'éducation sexuelle, aussi bien dans la famille qu'à l'école, et quelles évolutions seraient selon vous souhaitables ? Donc ça répond un petit peu à... Enfin, t'as répondu un petit peu à ça, mais... Ouais, complètement. Hier soir, j'ai regardé le premier épisode de la saison 3 de Sex Education sur Netflix. Jamais vu, C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est des ados. Le personnage principal, c'est le fils d'une sexologue. Alors, il est trop embarrassé par la profession de sa mère. Mais du coup, comme depuis son enfance, elle lui met ces trucs dans la tête, et il devient un peu le conseiller sexuel de ses petits camarades. Il monte un business et tout. Et il donne vraiment des conseils. La série a à cœur à promouvoir une sexualité positive. Oui, ça montre du coup peut-être des lacunes dans l'éducation actuelle. Ouais, complètement. Ouais. Après, moi, je sais pas, mine de rien, c'était il y a 10-15 ans maintenant que j'étais au collège, lycée. Donc je sais pas ce qu'il en est maintenant, je pense que ça a évolué l'éducation sexuelle à l'école entre-temps. Après, je regardais justement sur le site de l'éducation nationale tout à l'heure, parce que je me posais la question. C'est vrai qu'on reste toujours sur un truc hyper hétérocentré déjà, donc c'est vraiment le rapport homme-femme. Et puis même tourné vers la protection de la femme par rapport à l'homme. Ouais, ok, oui. Préservatif masculin, en gros. Oui, c'était ce qui est dit dans la question aussi en exemple vers la suite, ouais. Et moi, j'ai souvenir qu'effectivement, il y a 10 ou 15 ans, c'était ce qu'on nous apprenait à faire. C'est un peu un des seuls souvenirs que j'ai d'éducation sexuelle à l'école, d'ailleurs. Et je me disais que peut-être que là où ça devrait évoluer, et là où je suis à peu près sûr que ça n'a pas évolué, c'est qu'on parle toujours de l'éducation sexuelle comme les rapports hommes-femmes à l'école. Ouais. Alors que pour le coup, dans la prévention, dans tout ce qui est prévention des violences, apprendre à respecter ses choix, se responsabiliser, tout ce qui fait partie de la sexualité, ça concerne en fait toutes les orientations sexuelles possibles par la contraception, et ça n'empêche pas de l'aborder. Et je pense qu'il y a un truc aussi important à garder en tête pour ce qui est de l'éducation sexuelle à l'école, c'est que si un jour ça concerne les hétéros de la classe, peut-être que le lendemain ou quelques années après, ils seront homo, enfin ils auront en tout cas des rapports avec des personnes du même sexe. Donc ça sert à rien de figer le truc. Ouais. Je sais pas si c'est très clair. Si, ouais. C'est aussi abordé complètement sous l'angle du pathologique et du dangereux. Oui. Si vous faites du sexe, les filles, forcément, les filles vont tomber enceintes. Vous allez attraper des maladies. Le sida. Ou alors vous allez vous faire agresser sexuellement, ou ce genre de choses. Et voilà comment s'en protéger. Ne faites pas de sexe et mettez des préservatifs. Le dernier texte qui est sorti pour le programme d'éducation sexuelle à l'école, il date de 2018 et c'est encore axé sur la prévention contre le sida. Ce qui est ouf parce que en fait,
Ouais. Il n'y a pas que ça. Tu te dis, je sais pas, moi je vois, en tant que lesbienne, je me dis, et les autres IST, on en fait quoi, tu vois, là, Ouais, je suis là, j'avoue, on n'est ouais. pas du tout concernés par le Oui. sida, enfin moi quand même, on fait quoi du reste? Ouais, bah oui. Donc, ouais, comme quoi, enfin, c'est un exemple encore que je trouve très, très Ouais, hétérocentré. archaïque, ouais, en plus. En fait, la difficulté, c'est aussi que quand on a un enfant voilà, qui est confronté à la question de la sexualité, il y a plusieurs instances qui s'opposent pour lui expliquer ce que c'est la sexualité. Il y a les parents d'une part, les amis, puis l'école. Et il arrive souvent que la vision qu'on donne de la sexualité, elle soit très différente selon les parents qu'on a, selon l'école qu'on fréquente et selon les amis qu'on a. Et il peut arriver que les parents vont donner une image de la sexualité qui va être complètement autre que celle que l'école donne. Et au moment où les enfants ils sont confrontés à l'image donnée par l'école, ils vont avoir une réaction de refus. Et j'ai une copine qui est prof des écoles et qui m'a raconté que les prescriptions gouvernementales avaient vraiment changé sur la question de savoir comment on présentait la sexualité aux enfants. Et que maintenant, dès l'âge de 8-10 ans, elle expliquait comment se passait la sexualité, en disant comment est-ce que se passait la création d'un enfant, la conception d'un enfant, comment est-ce que le rapport se passait. Et elle intervient auprès de publics qui sont assez défavorisés, donc des enfants qui sont issus de milieux mixtes, où il y a une certaine forme de pauvreté aussi. Et certains enfants, en fait, étaient très choqués, parce qu'ils sont issus de familles où la sexualité ne soit pas abordée, soit seulement abordée sous l'angle du religieux. Ouais. Et finalement, beaucoup d'enfants ont été complètement contre ce qu'elle a dit. Okay. Et là, la difficulté, c'est qu'il faut réussir en fait à s'adresser à tout un chacun, sans mettre de côté les particularités de chacun, sans heurter, et en même temps en donnant une image qui est finalement assez large et assez objective. Et je pense qu'il y a besoin, oui, d'une évolution sur ce point-là. Et c'est bien que de jeunes professeurs comme elle l'est prennent les choses en main et se disent pour aider. Du coup, je voulais juste réagir à un truc que tu avais dit tout à l'heure, Sarah, par rapport à la vision archaïque, en parlant du sida. En fait, c'est malheureusement pas si archaïque que ça, parce que l'épidémie de... Alors, le sida, c'est passé, puisque maintenant, on ne meurt plus du VIH. On vit avec. C'est toujours d'actualité. Mais par contre, ça, c'est toujours d'actualité. Il y a toujours beaucoup de contaminations. Et justement, les contaminations ont tendance à augmenter chez les hétéros. Oui. Parce que la vision est archaïque pour moi. Ouais, parce que c'est toujours une vision de c'est une maladie de gay. Exactement. Et c'est pour ça, je pense que les hétéros le chopent le plus, c'est parce qu'ils se disent ouais, c'est un truc de gay, donc on s'en fout quoi. Et c'est vrai que moi, c'est des discours que j'entends encore maintenant. Ouais. Je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Cher. On part du coup sur une question sur le rapport à votre corps. Avez-vous appris quelque chose récemment sur votre propre sexualité et pensez-vous encore en apprendre ? On a combien de temps ? Moi, je pense qu'on apprend à tout âge et on apprend d'autant plus qu'on s'écoute. C'est-à-dire que finalement, avec la maturité qu'on a dans le rapport à son propre corps et au corps d'autrui, on va s'ouvrir des portes. Et en s'ouvrant des portes, oui, on découvre des choses, on se redécouvre. Et ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de soi. Parce que personnellement, j'ai jamais plus appris que quand je me suis écoutée. Et s'écouter, ça veut dire oui comme ça veut dire non. Okay, ouais. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je pense que finalement, on ne le dit pas assez aux plus jeunes. Parce qu'on va leur dire, un rapport, ça se passe comme ça. Point A, point B, entre il se passe ça, ça, ça. Si tu respectes pas ça, il n'y a pas de rapport ou surtout il n'y a pas de bon rapport. Et non, en fait. Tu peux prendre des petites variations, tu peux prendre d'autres directions. Elles sont parfois très, très, très appréciables. Donc voilà. Je pense qu'elles sont nécessaires même. Ouais. De se découvrir, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment éviter les étiquettes et ne pas se dire je suis hétéro, je ne vais aller que vers des hétéros, ou alors je vais regarder que cette pratique, ou non, en fait, écoutez-vous, c'est tout. Ouais, ça peut prendre du temps, ça. Je vais parler pour moi. J'ai mis du temps à m'écouter. Et en vrai, je me suis fait beaucoup de mal aussi en ne m'écoutant pas pendant hyper longtemps. Et j'ai rigolé à la question parce que ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai accepté que j'étais lesbienne. Et du coup aussi que je le vis. Et sauf que je me suis rendu compte que ça faisait des années, même depuis toujours, que j'aimais pas du tout les rapports avec les hommes. Ouais. Et que je me suis vraiment beaucoup fait violence. Et ça, je le sais, j'ai pas attendu l'an dernier pour le réaliser. Mais j'ai compris le lien aussi entre mon orientation sexuelle et les violences que je m'étais faites. Je me suis forcé. Et du coup, oui, il y a eu un changement récent. Et je découvre maintenant... Tu vois, je suis en couple depuis 5 mois, je pense. Oh la vache.
Je pense que c'est On mon l'embrasse rôle. si elle nous écoute d'ailleurs. Bisous. Et ça fait 5 mois. 5 mois, ça me paraît hyper long parce que moi, j'ai jamais été épanoui en couple aussi longtemps. Et maintenant, je kiffe. Je kiffe. J'ai un rapport Trop à bien. moi-même beaucoup plus sain, beaucoup plus doux, beaucoup plus respectueux. Ouais. Mais parfois, faut passer par là. Hein, parce que je me dis, on m'a dit écoute-toi et tout ça. Enfin, c'est des trucs que tu sais, on entend. Mais après, il faut le vivre. Il faut l'intérioriser, quoi. Écoute-toi, c'est aussi s'affranchir du regard des autres. Et voilà. Ouais, moi je suis passé par là aussi. La découverte, en fait, je me suis rendu compte après ma transition que j'ai redécouvert des souvenirs et notamment le fait que à 16 ans j'ai découvert que j'étais lesbienne avant de savoir que j'étais une meuf. C'était un mindfuck. C'est assez dingue comme histoire. C'était un mindfuck complet en fait. Basiquement, je me suis découverte lesbienne parce que j'étais ouf du personnage de Willow dans Buffy contre les vampires. Ah, moi aussi c'est passé par une série. Enfin, Et en fait, je comprenais pas parce que j'étais à peu près sûr de vouloir être elle et pas de vouloir être avec elle. En plus, quand elle a fait son coming out lesbien dans la saison 4, c'était ouf quoi. C'était genre, et en même temps, je sentais bien que j'étais pas comme les gars autour de moi qui plaisantaient, qui faisaient les gros bonhommes en mode bah, moi aussi j'aime les filles donc je suis lesbienne. Les gros relous, tu vois. Qu'on embrasse. Qu'on n'embrasse pas du tout. Et du coup, en fait, il m'a fallu 15 ans après ça pour admettre qu'en fait, j'étais une meuf. Aussi grâce à une série, Sense8. Ouais, mais Sense8, mais Dieu. Merci les sœurs Wachowski, je vous embrasse. Ah ouais. Elles, on les embrasse très très fort. Ouais. Et en fait, avant ça, il y avait 5 ans où la sexualité, c'était devenu impossible. Parce que le rapport hétérosexuel n'était juste pas possible. Et du coup, nul doute que je découvrirai de nouvelles choses aussi à l'avenir. Parce que de toute manière, même une pratique qu'on n'aime pas avec un ou une partenaire, on peut la redécouvrir des années plus tard avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est amené différemment ou parce qu'on a évolué sur la question. Complètement d'accord. Donc, clairement. Mais je tiens juste rapidement à soulever l'importance de la culture dans tout ça, hein, dans le fait de se découvrir soi-même. Pour moi, c'est passé par l'identification. Enfin, je me suis identifié à un personnage de série. Ce que tu dis, ça sonne un peu comme ça. Et on l'entend quand même assez régulièrement. C'est hyper important, c'est fondamental. Oui, mais c'est ça, oui. Tu te dis, voilà, quand on voit les défiances qu'on avait dit au niveau de l'éducation nationale, au niveau de tout ça, finalement, peut-être que les personnes qui sont pas dans les grosses normes qu'on a bien voulu établir il y a super méga longtemps, et bien du coup, on se dit, heureusement que la culture nous offre un panel de personnalités et de gens pour qu'on puisse dire, ah, c'est marrant, tiens, je ressemble à celle-ci, ou je m'identifie à cette-là et tout. Et c'est vrai que c'est vraiment cool, quoi. Ah, surtout qu'il y a autant de sexualité que de personnes. C'est ça. On parle de l'humain, on parle pas d'un objet qui va avoir une pratique qui est industrielle. Petit rebond aussi, donc, avez-vous eu un déclic dans votre découverte de votre orientation sexuelle, ou s'est-elle faite progressivement ? Il y a une série vraiment qui m'a fait péter un plomb. Parce que je me suis tellement identifié, c'était vital d'être ces personnages-là. Ok, ouais. J'ai pété un plomb, ça a fait éclater tous les murs. Et c'était pendant le confinement en plus. Ok. Et là, j'ai capté que... Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une relation entre deux amoureuses que je connaissais parfaitement bien, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je la vivais aussi. Ok. En étant amoureuse d'une personne. Et donc, c'est là où j'ai tilté. Et puis, juste avant ça, j'ai vécu... on peut dire, j'ai vécu une agression sexuelle assez grave. Et donc, en fait, ça a été mon dernier rapport hétéro. Et tac, il y a eu la série, et tac, ça s'est enchaîné. Et je pense que c'est un tout, certainement pas anodin. Donc ça a été plus, je dirais, plus un déclic qu'un truc progressif. Mais c'est fou qu'une agression, en fait, puisse t'amener à une telle découverte de toi. En fait, débloqué, non, parce que l'agression, ça a été l'aboutissement de 10 ans où je me suis fait violence, ça me forçait à avoir des rapports avec les mecs. Et en fait, j'étais dans un mode où je disais oui, mais sans le vouloir, depuis longtemps. Et là, c'est arrivé à un point où je me suis laissé faire, sauf qu'en fait, c'est passé de manière violente. Clairement non consentie. Mais c'était... Je savais que ça allait arriver, c'est triste à dire, mais... Enfin, culpabilise pas non plus là-dessus. Hein. Non, je culpabilise pas. Je culpabilise pas. C'est juste que moi, rétrospectivement,
Mon parcours, il m'étonne pas. On va Ok, dire ouais. ça comme ça. Et des Mais fois, c'est t'as très besoin de tomber personnel. au Hein. plus bas du bas pour un petit peu après rebondir et voir autre chose et te comporter différemment en fait. Ouais, après, je dirais pas que c'est un passage nécessaire. Je pense pas que c'est ce que t'as voulu dire non plus. Mais ça m'étonne pas. Bref, et du coup, il y a eu ça. Pourquoi je disais ça? Non, ça s'est passé sur un déclic, mais ça faisait des années que je cogitais sur mon orientation sexuelle. Mais des années, je me souviens très bien à 15 ans en train d'en parler à ma tante, qui me disait, oui, mais ta vie, elle sera plus compliquée si t'es homo. Ouais, donc, et je refoulais, et c'est marrant parce que ce matin, en fait, je suis tombée sur un mail que j'ai écrit à un auteur dont j'ai lu le livre. C'est, je pense, la première histoire homo que j'ai lue en 2018. Et le livre m'a vraiment chamboulé. Et j'ai écrit à l'auteur, je lui ai jamais envoyé le mail, et je l'ai retrouvé ce matin. Ah, Et en fait, en le lisant, je dis, je le remercie, mais je lui dis qu'il m'a mise en colère parce qu'il a fait bouger les lignes en moi. Il a fait bouger des certitudes qui sont extrêmement désagréables parce que je sais qu'il y a des choses derrière. Et je lui explique tout ça. Donc c'était là, tu vois. Ouais. Bah, moi, comme j'ai dit, c'était pareil. Hein, c'était Willow dans Buffy et ensuite Naomi dans Sense8. En fait, la première fois que j'ai regardé le premier épisode de Sense8 au moment de sa sortie, à la fin de l'épisode, je me suis levé de mon canapé et je suis allé raser ma barbe. J'avais une grosse barbe à l'époque et du coup je suis direct allé raser ma barbe. Dans ma tête, ça tournait à 1000 à l'heure en mode pourquoi la première meuf trans lesbienne que je vois à la télé, et évidemment je m'identifie quoi. Et du coup, ouais, ça tournait à 1000 à l'heure. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'être cette meuf? Est-ce que j'ai le droit d'être cette meuf? Ce genre de choses. Et il y avait ma copine à côté, elle m'a juste vu sortir de la salle de bain. Elle a dit ah bah t'as rasé? Ouais, j'avais besoin de changement. Alors que dans la tête, il y a le truc qui tourne. D'ailleurs, chamboulé. Ah ouais, du coup, ça a été pareil. Donc, le déclic en mode ah, en fait, c'est ça. Ensuite, c'est en lisant un article. Ensuite, j'ai eu quand même 4 ans de réflexion. Ouais. À me dire non, peut-être je peux faire autrement, et aller de plus en plus mal aussi. En fait, ça, c'est le déclic qui a déclenché la sensation consciente de malaise. Et ensuite, c'était en lisant un article de blog qui disait justement au bout d'un moment, on se questionne tellement fort sur son genre que la seule option possible qu'on voit, c'est de finalement transitionner. Et du coup, cet article m'a fait un effet de ouf aussi, parce que je me suis dit, c'est ça en fait, ça fait des années que j'essaye et ça ne va toujours pas. Donc en fait, le seul moyen, c'est de faire cette étape-là suivante. Oui, ce truc de j'ai pas le choix en fait. Si je veux être bien, j'ai pas le choix. C'est ça. C'est très fort. Bah, c'est ce qu'on disait aussi, tu sais, avec ceux qui justement disent que les transgenres sont des personnes qui s'inventent des problèmes, tout ça. Et on parlait de ça en disant justement, tu t'inventes pas un problème qui prend autant d'énergie et de thunes aussi, tu vois. Genre, c'est pas possible en fait que tu puisses. Et du coup, énergie, thunes, risque. Le mental en prend un coup énorme aussi. Donc c'est fort quand même. Lutte. On a littéralement toute la société qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'exister et qu'on est des malades pervers. C'est effrayant en fait. On n'a pas envie de... C'est ça en fait. Et toi Marie? Du coup sur le déclic, je me sens pas forcément concernée parce que le déclic quant au genre implique peut-être un changement. Moi il n'y a pas de changement. C'est-à-dire j'ai toujours été attirée par des hommes, je suis encore attirée par des hommes. Mais ce que je pense important, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a le choix, on a la possibilité de changer à certains moments. Et finalement, je me suis parfois posé la question, est-ce que je suis attirée par les femmes? Est-ce que c'est quelque chose qui me tenterait? Et c'est en réfléchissant à ça et en me laissant la porte ouverte que finalement j'ai pu me dire, bah non, en fait, je suis vraiment hétéro, mais je peux vraiment l'affirmer parce que je me suis posé la question et puis parce que j'ai pas fermé la porte à ça dans mon esprit. Donc finalement, c'est presque un déclic, mais contraire, c'est-à-dire un déclic à contrario. Je sais que je suis hétéro parce que j'ai admis que je pourrais peut-être ne pas l'être. Ouais, mais c'est ça, parce que tu t'es posé des questions, tout simplement, en fait. Genre ne pas s'enfermer dans une case. Ouais, c'est ça. Être avec un homme parce que tu as choisi d'être avec un homme et pas parce que c'est ce que tu dois faire parce que tu es une femme. D'accord. Pour revenir à ce que tu disais, Louise, justement, il y avait une question pour toi d'une abonnée. Peut-on être épanoui sexuellement quand des personnes nous visent comme des parias, justement? Alors, je dirais pas que c'est facile.
Mais en même temps, je suis un peu la preuve que c'est possible. Ouais. Il y a des vraies difficultés pour les personnes trans et particulièrement pour les femmes trans, puisqu'on subit la double pression de la misogynie et de la transphobie. Ça se combine, ça s'appelle la transmisogynie en fait, c'est une oppression spécifique qui vise les femmes trans. Et du coup, oui, en fait, c'est Julia Serrano, l'autrice Julia Serrano, qui théorise ça dans ses bouquins. Du coup, elle explique que nous, on est soumise à une espèce de dichotomie, un peu comme la mère ou la putain. Et du coup, c'est la pathétique ou la fourbe. Ça va être cette femme trans qui a l'air d'un homme en jupe et qui est misérable. Et qui va nulle part dans la vie et qui éprouve la pitié de tout le monde et vraiment qui est juste pathétique en fait. Ou alors l'autre standard, c'est la fourbe, la trompeuse, celle qui a l'air d'une femme cis mais qui a quelque chose en plus entre les jambes. Oh, c'est violent. Et ça, du coup, c'est le cliché de cette pub transphobe où on voit une meuf sublime avec une belle robe qui la moule et tout, et puis elle va faire pipi debout, quoi. Et tout le monde est dégoûté et écœuré. Ça joue là-dessus. Et le film Ace Ventura aussi, le plot de Ace Ventura est complètement là-dessus. Donc forcément, on a une image de sexualité qui forcément n'est pas saine. En fait. En tant que meuf trans, on peut pas avoir une sexualité saine. Quand on est hétéro, on est perçu comme un mec gay qui s'approprie la féminité pour coucher avec des hommes hétéros, donc en les piégeant. Quand on est lesbienne, on se fait accuser d'être des hommes hétéros qui infiltreront les milieux féminins pour pouvoir violer des lesbiennes. Ce genre c'est top, quoi. Ce genre de délire. C'est génial, quoi, finalement. Et, wow. Et en plus, soi-même, on a la culpabilité de reproduire justement une sexualité hétéro à chaque fois qu'on couche avec une femme cis, de se dire ce que je fais, ça correspond pas à son truc, parce que c'est des discours qu'on intègre, quoi. On est en mode je suis en train de corrompre cette personne, je suis vraiment quelqu'un d'horrible, ce genre de choses. Donc c'est vraiment compliqué de parler de sexualité, c'est compliqué de se lâcher dans l'intimité. Parce qu'en plus ça nous expose aussi aux commentaires à la con je m'excuse, je sais pas trop pourquoi, mais du coup c'est quoi comme réflexion entre celles qui disent vous les meufs trans alors du coup moi j'ai plutôt été confronté à des trucs qui se veulent bienveillants, genre on dirait vraiment une meuf ou vous, le truc atroce, vous les meufs trans c'est trop bien parce que vous avez des seins et une bite. Oh là là, c'est chaud. Déjà pas toutes. Mais en plus, merci du fétichisme, quoi. On n'est pas qu'un corps, tu vois. Non, c'est des trucs qu'on m'a déjà dit. Ou alors des meufs en plein milieu d'un rapport qui disent c'est incroyable, j'ai vraiment l'impression d'être avec une meuf. Ah ouais ? Quel enfer. Ouais. En plein dans... Non, c'est chaud, c'est grave chaud. Et du coup, on fait face à ça, et en fait, si on le conscientise pas, on le prend pour soi, et ça détruit complètement l'ego, tu vois. Si on sait pas d'où ça vient et qu'on fait pas le travail féministe et transféministe de se dire que non, c'est la société, c'est des clichés, c'est des machins, on le prend pour soi, on est complètement détruite, on n'ose plus rien. Ça te demande un effort, une vraie réflexion, une vraie distanciation et tout. Moi, je trouve qu'il y a une injustice là-dedans, à devoir faire l'effort, tu vois, de pas le prendre pour soi, de comprendre pourquoi ils pensent comme ça, nanana, pour que de l'autre côté, hop là, vas-y, je te balance des trucs comme ça, et je vais pas aller... elle va pas se dire que c'était pas normal de le dire, quoi. Et vraiment faire cet effort, Il faut vraiment de la force de caractère pour aller au bout de la réflexion, parce que beaucoup de personnes pourraient s'arrêter en chemin et dire non, là c'est trop dur. Là, c'est aussi pour ça que je fais mon taf dans mon asso. Parce que du coup, à côté de mon taf à la station, j'ai aussi fondé l'Amicale Radicale des Cafés Trans de Strasbourg, où là on fait des groupes de parole, et j'ai un groupe de parole en non-mixité de femmes trans, justement pour qu'on puisse aborder ce genre de sujet, parce qu'en plus c'est des trucs dont on n'ose pas parler, quoi. Parce évidemment, que ça touche vraiment à l'intime, et on a l'impression d'être des monstres, et on a l'impression en plus d'être toute seule à être des monstres. Et tu fous 10 meufs trans dans une salle, il y en a une qui dit un truc, les autres sont en mode mais ouais, moi aussi. Trop bien, oui.
Oui, ça crée une, Donc, une solidarité. on se sent tout de suite moins seul, tu vois. Ouais, trop bien. Et après, le problème, c'est pas cette meuf 6 qui dit ça, machin, parce qu'on sait d'où ça vient. C'est cliché, c'est machin. global. Et c'est vraiment global. Mais vraiment, du coup, si vous nous écoutez, faut pas seulement s'arrêter à ne dites pas ça, mais vraiment réfléchissez à pourquoi est-ce que vous avez envie de le dire. Ouais, pourquoi vous le pensez. Ouais. Et pourquoi vous le pensez, Ouais. et d'où vient ce schéma-là. Ça reste encore une fois, hein, si tout le monde s'occupait de son cul, on serait quand même beaucoup mieux dans C'est ce monde, ça. hein, moi je trouve. Hein. Mais du coup, pour finalement répondre à la question, une fois qu'on fait ce taf de réflexion et qu'on arrive à s'accepter soi-même, on passe outre, on peut avoir une sexualité complètement Et épanouie. t'as mis du temps c'est encore un work in progress. Ouais, tu m'étonnes. Parce que y a certaines pratiques qui peuvent me causer de la dysphorie à certains moments. Donc la dysphorie, c'est quand on a l'impression qu'on renvoie une image. C'est quand on ne se sent pas en adéquation avec notre corps, en fait. Ok, ouais. Basiquement, la pénétration, à une époque, c'était compliqué. Okay. Justement parce que ça me renvoyait à tous ces rapports hétérosexuels qui étaient vraiment insupportables. Et selon les partenaires, comment ils réagissent et comment ils sont, on sent qu'est-ce qu'ils projettent ou qu'est-ce qu'elles projettent sur nous comme vision. Et si elles nous plaquent dans le rôle d'un homme ou si elles nous plaquent dans le rôle de qui on est, vraiment pour notre personne. Mais il y a des personnes qui nous voient pour ce qu'on est et avec qui on peut faire du cul heureux. Et c'est vraiment très épanouissant et c'est super chouette. Ah, trop bien, trop cool. Ah, trop bien, transition aussi toute faite avec le rapport au corps, justement. Et sur le rapport au corps, a-t-il déjà eu une influence sur votre sexualité ? Ouais, moi carrément. Je pense même que c'est l'aspect le plus important de toute la progression que j'ai pu faire dans mon rapport à la sexualité. C'est que je suis arrivée en fait à l'âge où on commence à avoir une sexualité avec de gros problèmes de troubles du comportement alimentaire, de gros problèmes liés à la perception de moi-même. Et finalement, c'est inadéquat parce que pour être bien dans le rapport qu'on a avec quelqu'un, il faut déjà être bien avec soi. Et quand on arrive à 17-18 ans, qu'on se trouve vraiment hideuse, que finalement on a beaucoup de mal à accepter son corps comme il est, parce que finalement c'est aussi des maladies qui sont vraiment liées à la féminité. Oui. Donc on refuse la féminité, on refuse les formes, on refuse tout ce que ça implique. Comment en fait laisser quelqu'un nous voir nus, comment laisser quelqu'un nous toucher quand on est déjà dégoûté par tout ça et qu'on se voit clairement de manière vraiment pas positive. Et à cet âge-là, en fait, j'ai préféré dire non à la sexualité plutôt que d'avoir une sexualité qui me choque, une sexualité qui n'aille pas dans ce que moi j'attendais, en fait. C'est-à-dire beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance. C'est pas forcément ce qu'on retrouve à l'âge-là, parce que la plupart, et je jette pas la pierre aux garçons de l'âge-là, mais c'est un âge où on est encore assez... on est incertain avec ce qu'on fait. Et on peut blesser, on peut faire mal. Et donc j'ai préféré être d'abord bien avec mon corps, quitte à mettre, repousser, que me forcer, de me choquer. Donc ça implique de dire non à son copain, ça implique de faire face à beaucoup de rejets, beaucoup de refus, beaucoup de stigmatisation aussi, parce que franchement à l'âge-là on a envie d'avoir ses premières fois et on n'a pas envie de dire « Ah, je comprends que t'ailles mal ». Ah oui, d'accord, oui, t'as pas envie de... T'as envie de cul, t'as pas envie de, de discussion. Voilà, t'as pas envie de psy, quoi. Et ça a duré combien de temps Ça a duré 3 ans. 3 ans. Donc 3 ans où tu te demandes pourquoi, comment, et en même temps tu préfères t'écouter. Moi j'ai toujours fait le choix de m'écouter, quelles que soient les réactions en face, c'est-à-dire quelles que soient... parce que bien sûr j'ai fait face à des partenaires qui voulaient me forcer. J'ai fait face à des mecs qui me disaient « Mais c'est quoi ton problème, t'es folle ?» Et en fait, non. Moi je ressentais pas le besoin, j'étais pas bien avec moi, donc je préférais prendre le temps, dire non. Et ça pour moi c'est aussi une forme de militantisme, c'est que quand quelqu'un te répète à chaque fois que t'es avec allongé, faisons les choses que l'on doit faire, il y a un problème. C'est clair. Toi t'en ressens pas le besoin. Et ça veut pas dire non aux relations amoureuses, mais bien dire non à une sexualité quand on n'en ressent pas le besoin sous une forme ou une autre. C'est ça, il y a une différence. C'est important. Non mais Louise, j'ai vu que t'as tiqué quand on a dit je veux pas les stigmatiser. Ah oui. Leur jeter la pierre, leur jeter la pierre. Parce que, alors moi j'ai cette chance, ou pas,
d'avoir été pris pour un garçon pendant super longtemps. Donc côtoyer les garçons quand ils sont entre eux, je sais. Et ça, c'est quelque chose... c'est Valérie Crêpe-Georgette sur Twitter. Je sais plus quel est son vrai nom. Elle a écrit un bouquin justement où elle parle du boys club. Ce que font les hommes quand ils sont uniquement entre eux. Et ils sont vraiment hardcore et ils savent vraiment, tu vois, ils sont pas en train de se chercher, ils sont pas en train de, ils en ont rien à foutre. Ça dégoûte en fait. Enfin, ils ont le droit de prendre, ils prennent, qu'on soit d'accord ou pas en face, et ensuite derrière ils s'en vantent entre potes. Alors moi je tiens quand même à préciser, j'ai pas envie, enfin, je connais des garçons et j'ai connu des garçons très bien. Ils sont pas tous comme ça. J'aime pas le all men, tu vois. Non, mais le problème, c'est que c'est les mauvaises expériences qui prennent le dessus. Et en fait, ce qui ressort dans ton esprit quand tu te retrouves en situation, c'est les fois où tu passes à côté d'agressions sexuelles, c'est les fois où tu as été choqué par les propos ou les actes. Et c'est ça le problème, c'est que certaines formes de minorités agressives prennent le dessus sur l'ensemble des mecs qui sont trop bien. Ouais, c'est ça. Qui sont doux, patients et tout ce qu'on veut. Mais c'est sociétal, en fait. T'as l'impression il suffit qu'il y ait 3 mecs, c'est les grands costauds, là, machin. Et du coup, les autres qui se cherchent peut-être un peu plus, qui sont... forcément les grands costauds qui sont les pires. Oui, ou les... là, je stigmatise, tu vois, mais voilà, et enfin, je tenais à le dire quand même, parce que c'est vrai que pour mes potes, je me dis, c'est quand même des mecs bien, et il faut pas non plus... Pas tous. non, mais voilà, Lisandre. Sous le podcast, vous trouverez la liste des noms des mecs pas cool. Non, mais voilà, j'aime bien préciser quand même aussi, parce qu'on n'est pas tous, on est voilà, encore une fois tous différents, et ça inclut aussi nos amis les garçons. Ouais, je sais pas. Toi, Sacha, du coup. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord ? Non, pas trop. Ah ouais ? Non. Parce qu'en fait, à trop prendre l'exemple du gros gaillard macho pour dénoncer le patriarcat et tout, on oublie qu'il y a des pratiques, des discours beaucoup sous-jacents, beaucoup plus subtils, qui sont tout aussi oppressants. Et j'aime pas trop ça. Voilà. Ouais, non, mais moi je fais la différence vraiment entre le patriarcat qui est sociétal, et du coup on le subit tous et toutes, et du coup l'homme en lui-même qui a décidé du coup d'incarner ce patriarcat, peu importe comment il est lui, et du coup l'homme en général qui peut le subir aussi, quoi. Ouais, mais il y a aussi un monde entre celui qui l'incarne pleinement et celui qui l'incarne pas du tout, même si déjà c'est dur à mesurer, mais il n'y a pas que ces deux extrêmes. Non, mais j'entends, mais il y a une différence. 50 Shades of Patriarcat. Alors là-dessus, j'ai 2 références littéraires. J'arrête pas de citer des bouquins, mais je suis vraiment team référence littéraire. Il y a Andrea Dworkin qui a fait un discours si pendant 1 heure les hommes pouvaient ne pas violer. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas que de ça, que de. Enfin, elle fait le vœu que les hommes arrêtent de violer des femmes pendant 1 heure, mais elle parle aussi des rapports entre hommes et du fait que l'homophobie entre hommes, justement, empêche vraiment beaucoup d'intimité et de vulnérabilité entre les hommes. Et donc elle parle de ça justement dans ce texte. Okay, et elle a son compagnon qui a écrit un livre qui moi m'a beaucoup marqué avant ma transition, qui est Refuser d'être un homme. Ouais. Je l'ai relu après ma transition pour voir si j'étais toujours raccord dessus. Ouais. Et là j'ai trouvé que décidément il ne va pas assez loin. Alors aussi, petite précision, Dworkin et Stoltenberg, ils font partie d'un courant sexe négatif qui était très opposé au travail du sexe et très opposé à la pornographie. Et du coup, c'est des propos, moi personnellement, avec lesquels je suis pas forcément en accord, mais qui n'empêchent pas d'avoir un avis, qui n'empêchent pas que le reste du livre soit très intéressant, mine de rien, sur d'autres aspects. La transition m'a rendu bisexuel, notamment parce que j'ai dû déconstruire moi-même tout un tas d'homophobie et de transmisogynie internalisée, parce que en tant que meuf qui aime les femmes,
je suis aussi tombé amoureuse d'une meuf trans. Ouais. J'ai commencé à sortir avec une meuf trans. Et donc, j'ai eu tout un tas de choses à déconstruire. Évidemment. Aussi ouais. à ce niveau-là, parce que justement, le cissexisme, la fétichisation autour des organes génitaux, qui disent qu'on n'est pas vraiment une meuf si on n'a pas tel organe génital, ce genre de truc. Je me retrouvais confronté très concrètement à ça, en mode, oui, elle a les mêmes parties génitales que moi, c'est une femme, moi aussi je suis une femme. C'est ok, ouais. Si j'y arrive pas, c'est que j'ai un problème en fait. Ouais. Et donc en fait, en déconstruisant ça, ça m'a aussi amené à questionner ce qui m'attirait chez un ou une partenaire, puisque définitivement ce n'était pas les organes génitaux. Ouais. Donc la personnalité de la personne, ce qu'elle dégage, ce genre de choses, et le fait de pouvoir être attiré par des meufs masculines, qu'elles soient cis ou qu'elles soient trans, et par des mecs féminins, qui peut-être étaient plus féminins que certaines meufs qui m'attiraient, ou des meufs qui étaient plus masculines que des mecs qui m'attiraient. Ouais, encore une fois, c'est la personnalité dont tu tombes amoureux. Donc c'était devenu un joyeux bordel, et au final, je me retrouve bisexuel, parce que le genre n'étant pas lié au sexe, Oui, forcément, oui. Ça permet beaucoup plus de possibilités. Quoi. Prochaine question, du coup. La sexualité a-t-elle été ou est-elle toujours un tabou dans votre famille ou dans votre groupe d'amis ? Non, moi non, pas du tout. Alors, tu peux parler de sexe complètement. Oui, après on prend différents mots. Tu vas pas parler de sexe avec ta mère comme tu parles avec ta pote, mais je trouve ça aussi parfaitement normal et aussi assez rassurant finalement, parce que c'est pas quelque chose dont je souhaite en fait voir l'application. Genre, j'ai pas envie de parler de cul avec ma mère comme j'ai parlé de cul avec mes amis. Donc tant mieux. Non, je trouve que justement les choses sont très, très équilibrées là-dessus et Très bien. Vraiment, c'est ok. Moi, j'ai tous mes cercles d'amis, mes cercles sociaux sont tous très queer et donc très décoincés au niveau du sexe. Oui. Donc on peut avoir des discussions assez libres et assez faciles. Ensuite, je parle pas trop de sexe avec ma mère. Parce que ça touche à l'intime. Pourquoi est-ce que j'irais lui raconter ce que je fais au pieu? Oui, puis t'en parles à tes potes, donc pas besoin bizarre, en fait. voilà, donc, Ok. Moi, je suis un peu dans un entre-deux parce que avec mes potes, avec ceux que je vois le plus souvent, pas de problème, on en parle, on en rit et tout. Mais comme c'est encore très récent, j'ai des amis, puis le Covid, confinement et tout, on s'est tous un peu distanciés. Il y a des amis qui savent pas encore que je suis homo et tout. Et j'ai l'impression de devoir encore faire ce putain de coming out. Même sans le faire, parce que c'est des gens qui ils s'en foutent. Hein. Mais moi, quand je l'annonce la première fois, je sais que c'est la première fois que je lui dis. Tu vois, bien sûr que voilà. Donc, et donc, oui, avec eux, typiquement, s'ils font pas partie des potes avec qui je parle de sexualité facilement ou souvent ou quoi que ce soit, et avec ma famille, très peu. Très très peu. C'est vraiment lié au coming out et pas au fait qu'on parle de sexualité de manière libre, de manière générale. Oui, donc voilà, il n'y a pas de réel tabou dans le sens où vous trois, vous en parlez avec vos potes et tout machin, tout se passe très bien. Juste, c'est de la famille, donc la famille, c'est pas les choses dont on parle en fait. Enfin, pas comme un tabou, mais juste comme une volonté de pas en discuter. D'accord. Ouais. Tu parlais de coming out incessant. C'est vrai que ça n'en finit pas. Hein. On doit toujours faire du coming out pour à chaque nouvelle personne. On sait comment est-ce qu'elle va réagir et tout. Mais en fait, c'est parce que là, on en revient aussi sur l'éducation. Comme tout est très hétérocentré, forcément, le mode par défaut, c'est d'être cisgenre, c'est d'être hétéro. Et du coup, dès que t'en sors, t'as toujours cette petite question de cette personne qui me croit hétéro depuis qu'elle me rencontre va maintenant apprendre que je ne le suis pas. C'est ça. Comment va-t-elle réagir? Sur le moment, elle va dire ok, elle va faire genre pas de souci, et derrière, elle va être avec ses potes, elle va faire tu savais? Non, et le pire, la réponse est le pire. Oh oui, ça se voit. Non, mais ça, c'est là, oh putain. Ça, c'est... Il n'y a que nous qui avons le droit de le dire. C'est clair. Je m'en doutais. On ne s'en prive pas, mais il n'y a que nous qui avons le droit de le dire. Mais c'est parce que nous, on se reconnaît, on sait où regarder, on connaît les codes. Et les amis, nous allons passer à la dernière question. Sentez-vous que la parole des femmes sur la sexualité est désormais plus libre? Sentez-vous qu'elle est actuellement mieux accueillie dans les médias plus classiques? Bof.
Ah, Il y a encore du travail En à un faire, mot. je pense. Notamment parce qu'il y a des cases pour tout, en fait. Mm. Et dès qu'on sort de cases, dès qu'on sort de chiffres, et d'ailleurs, j'avais vu un article là-dessus qui m'avait vraiment parlé. Il disait c'est effarant le nombre de chiffres qu'on a sur la sexualité des jeunes et des gens en général, alors que personne n'en parle. ouais. Comment est-ce qu'ils font leurs statistiques, en fait? Et je pense que tant qu'il y aura des chiffres, tant qu'il y aura des cases, tant qu'il y aura des il faut, des on doit, il y aura pas de sexualité vraiment épanouie. Et surtout, il y aura quelque chose à faire. Il y aura un travail à faire. Je pense que ce genre de témoignage qu'on fournit ce jour peut aider. Et en tout cas, c'est moi ce que j'espère. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on doit s'écouter, quelle que soit l'envie et du temps qu'elle se fait dans le respect de la personne en face et de la personne qui consent à avoir telle ou telle pratique ou Et de de ne pas toi-même. l'avoir. Et de toi-même. Il n'y a pas de problème, en fait. Et je pense que ça, il faut le crier au effort, le répéter. Et surtout, quand on voit qu'une personne ne le comprend pas, comme disait Louise tout à l'heure, lui demander pourquoi en fait tu dis ça. Et pas juste ne le dis pas, mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de ta perception de la sexualité, en fait? Et d'aider les gens à progresser, parce que ça fait progresser tout le monde. Parfait. Ouais, je trouve qu'il y a deux choses dans la question. Il y a est-ce qu'on en parle plus et est-ce qu'on en parle mieux? Ouais. Faut voir aussi que tu dis médias classiques, mais C'est télé, radio, j'entends. ouais, c'est le support. Parce que il y a les grosses chaînes qui écrivent le plus. J'ai même pas envie d'en parler parce que Non. voilà. Ça sera encore grossir le trait. Maintenant, il y a beaucoup de médias indépendants et tout, avec les médias en ligne et tout ça, où effectivement, je pense qu'on parle beaucoup plus de sexualité, de genre, de voilà. Parce que- Et tant mieux. Parce que ça manque peut-être, tu sais. C'est Ouais. un effet compensatoire en fait. Ouais, sans doute. C'est vrai, d'ailleurs, c'est souvent des médias indépendants. Je sais pas si vous connaissez La Déferlante. C'est c'est quand même une revue pour les gens qui ont déjà déconstruit pas mal de choses, je pense. C'est une revue alternative, on va dire, qui ont un très peu d'exemplaires. Tu disais que c'était on se tournait justement vers les médias plus indépendants. Donc en fait, ils comblaient justement peut-être les lacunes des médias classiques. Ouais, c'est ça. Je te rejoins sur le fait qu'on en parle plus, mais aussi on parle plus d'une certaine sexualité et qu'on parle plus de certains genres. Et même dans les milieux LGBT, la prévention, quand elle est orientée sur l'homosexualité ou sur les femmes ou sur les lesbiennes, je pense par exemple... on a des guides qui sont faits pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes ou les femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes. Il y a nulle part mention des personnes trans, que ce soit les hommes comme les femmes. Parce que un mec trans qui va coucher avec un mec gay, dans la tête des gens, c'est quelqu'un qui a un pénis qui couche avec quelqu'un qui a une vulve. Ouais. Et donc, ça va être rapproché des mêmes pratiques que l'hétérosexualité. Et inversement, deux femmes trans qui font du sexe ensemble, elles vont être rattachées à une sexualité homosexuelle masculine. Ouais, ok. Et une femme trans qui fait du sexe avec une femme cis, elle va être attachée aussi à une sexualité hétéro. Alors que, ne serait-ce que déjà le fait d'être trans, ça change le rapport à son corps. Et Comment du on se coup, perçoit évidemment, aussi, comment ouais. on se perçoit. Et donc, évidemment, on va pas être dans l'hétérosexualité Évidemment, du tout. Au niveau des pratiques, au niveau de son rapport à l'autre. En plus, quand on est hormoné, les hormones opèrent des changements sur les parties génitales. Et du coup, ces changements doivent être pris en compte aussi. Parce qu'un mec trans, il va avoir tendance à être moins lubrifié, il va avoir un clitoris qui est plus gros, ce genre de choses. Ouais. Et du coup, en fait, c'est pas du tout abordé. Ok, ouais. Ouais. Oui, c'est genre on les met dans ce qui nous arrange en fait. Voilà, c'est ça. Au lieu On de les met dans- développer un chapitre C'est ça. pour chaque personne vraiment dans son individualité, on se dit vas-y on fout tout là-dedans. Et puis, C'est ça. En fait, on prend la préconception du truc et Ouais. on dit ça rentre à peu près dans cette case-là. Ouais. putain, ouais, ok. Et du coup, c'est pour ça que moi j'aime bien, j'ai beaucoup aimé votre démarche à Octogone de Ouais, c'est m'inviter gentil. et de se dire, demander à une femme trans de parler de sexualité féminine, oui. En fait, on voyait pas comment
comment aborder la sexualité finalement sans l'avis du plus grand nombre en fait. Et le plus grand nombre, on aurait pu inviter vraiment beaucoup plus de personnes, mais on n'a pas assez de fric pour avoir le matériel qu'il faut. Mais voilà, et on s'est dit, on va essayer d'inviter le plus grand nombre et on est très contente que tu aies accepté en tout cas surtout. Parce que parmi les gens qui écoutent et les gens autour de cette table, qui a entendu une femme trans avant moi parler de sexualité ? C'est ça en fait. C'est vrai. Qui a entendu une personne trans parler de sexualité ? En fait, c'est tellement caché que même nous, on n'ose pas, en fait, par peur du regard et de la stigmatisation. Mais c'est très courageux, en tout cas, d'en parler ici. On se le chuchote entre nous, comme ça, quand on fait des réunions non mixtes. Nous allons passer donc aux recommandations de nos invités. On commence par toi, Louise ? J'en ai déjà fait tout un tas. C'est vrai, c'est vrai, beaucoup. J'ai pensé à pas mal de podcasts aussi. Dans le genre de la poudre, les couilles sur la table, le cœur sur la table. Camille qui a un podcast qui questionne l'hétérosexualité. Il est excellent. Oui, il est excellent. Camille comme le prénom ? Oui, comme le prénom. Et au rayon des séries télé, regardez Sense8, Sex tellement. Education, La Veneno sur Brutix. Moi, je parlerai de 2 livres, à savoir Histoire de ma sexualité d'Arthur Dreyfus. Donc, il y a un livre d'un homme qui s'aperçoit qu'il est gay et qui explique en fait comment il s'en est rendu compte dans sa vie par le biais de petites bribes de vie. Donc, c'est pas du tout lourd, c'est pas du tout de longue narration, c'est vraiment des petites bribes de vie. Et quand il s'en tient à l'histoire, il s'en tient à l'histoire. Il parle pas du présent, il est vraiment dans les petites choses sporadiques, sans qu'on puisse dire à quel moment ça s'est passé, qui ont en fait forgé ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire un homme qui se revendique, qui se reconnaît comme gay et qui l'assume pleinement, et c'est rafraîchissant. Et l'autre livre, c'est le livre Fille de Camille Laurence. Voilà, vraiment exceptionnel ce livre. Je me suis beaucoup retrouvée dedans, je pense que beaucoup de filles se retrouvent dedans, et il est assez dur. Il est dur, mais il est juste. Très juste, ouais. Sacha. Il y en a un qui est important, qui est assez connu, c'est La Révolution féminine d'Arte, le podcast d'Arte, qui, je trouve, est très très bien fait, assez ouvert, et c'est des témoignages, donc on s'y retrouve pas. Mais moi j'ai bien aimé. Et puis un livre qui est Ça raconte Sarah, de Pauline Delabroix-Allard, qui est une histoire d'amour passionnelle, magnifique, et très très bien écrit. Et je trouve que c'est entre 2 femmes. Mais il se trouve parce qu'en fait, c'est une histoire d'amour. D'amour. C'est juste une histoire d'amour. Universelle. Et ce livre est magnifique. Trop bien. Moi, j'en ai qu'un seul, puisque je savais que vous en aurez plusieurs, c'était sûr. Donc, c'est simplement le podcast qui s'appelle Tout s'explique. C'est un podcast qui parle d'intimité, de sexualité et de société. Et vraiment, il est super. Il y a beaucoup de sexologues, de personnes qui interviennent, de professionnels là-dedans et qui questionnent masturbation féminine ou plein de choses comme ça et dont on n'entend pas trop parler dans les autres médias. Donc, du coup, je trouve ça très cool. C'est ainsi que se terminent ces témoignages sur la sexualité féminine. On espère qu'ils vous ont plu. On remercie évidemment toute la team, Yvan, Thomas, Hamza, Antoine, mais aussi Morgane et Albert de nous avoir gentiment prêté leur appartement pour le studio d'enregistrement d'aujourd'hui. Et merci à tous les abonnés pour vos questions toujours aussi nombreuses et pertinentes. Merci à vous, les filles, d'avoir bien voulu participer pour ce témoignage. Et si vous voulez prendre leur place, contactez-nous à l'adresse octogone.strasbourg@gmail.com. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Merci à toutes. Merci Octogone. Merci.